Je m'appelle Élodie, j'ai 30 ans, et cette histoire a marqué ma vie à jamais. Aujourd'hui, je vais vous la raconter. J'ai grandi dans une maison ancienne, entourée de vignes, à quelques kilomètres de Bordeaux. Mon univers, dès mes 3 ans, s'est réduit à une seule personne, ma grand-mère Geneviève. C'est elle qui m'a élevée, qui m'a aimée, protégée, et entourée d'un silence que je ne comprenais pas. Mes parents, Claire et Antoine, avaient disparu comme s'ils n'avaient jamais existé. Aucune lettre, aucun appel, aucune photo dans les tiroirs. À chaque question, Geneviève répondait doucement, sans jamais vraiment dire quoi que ce soit. « Ils sont partis, ma chérie, mais moi je suis là. » Ce « moi je suis là » a été mon pilier. Geneviève était une femme de principe, toujours tirée à 4 épingles, le regard vif, la parole mesurée. Elle dirigeait sa maison comme un orchestre, chaque chose à sa place, chaque instant rythmé par des habitudes rassurantes. J'aimais ses silences autant que ses paroles. Elle me racontait des histoires anciennes, me faisait écouter des disques vinyles pendant les après-midi de pluie, m'apprenait à lire à la lumière du salon. Grâce à elle, je n'ai jamais manqué d'amour. Mais l'ombre de mes parents planait, invisible mais présente. Je me souviens que parfois, en pleine nuit, je la surprenais assise dans la cuisine, une tasse de thé refroidie devant elle, le regard perdu dans quelque chose que je ne pouvais pas voir. Et moi, enfant silencieuse, je la regardais en cachette, en me demandant ce qu'elle portait en elle, que même ses mots n'osèrent pas affronter. Les années ont passé. J'ai étudié les lettres à l'université, j'ai travaillé dans une petite maison d'édition, j'ai voyagé un peu, mais je revenais toujours à Bordeaux, à elle, à notre maison. Elle était ma racine, jusqu'à ce matin gris de novembre. Il pleuvait sans conviction, cette pluie fine et froide qui s'infiltre sans prévenir. Mon téléphone a vibré à 7h14 du matin. Une voix calme, presque impersonnelle, m'a annoncé ce que je redoutais depuis des années. « Mademoiselle Moreau, je suis désolée de vous informer que votre grand-mère, Madame Geneviève Moreau, est décédée cette nuit. » Le monde s'est figé. Tout ce que je connaissais, tout ce que j'étais, semblait s'effondrer en silence. Je me suis levée mécaniquement. J'ai préparé un sac sans réfléchir. Dans la voiture, chaque virage me ramenait des images d'elle, son sourire contenu, ses mains sur le volant, les dimanches passés à faire des confitures. Je ne savais pas encore que ce voyage allait bouleverser non seulement mon deuil, mais toute la vérité sur ma vie. Lorsque je suis arrivée à la maison, elle avait déjà perdu son âme. Les rideaux étaient tirés, l'odeur de lavande avait disparu. Une infirmière m'a tendu un sac en plastique transparent contenant ses effets personnels. Une broche ancienne, ses lunettes, un foulard bleu ciel. J'ai serré le sac contre moi comme si je pouvais l'y retrouver. Je n'ai pas pleuré tout de suite. C'était comme si mon corps refusait de comprendre. J'ai erré dans les pièces, touché les meubles, relu des lettres qu'elle m'avait écrites quand j'étais à l'université. Chaque mot semblait aujourd'hui avoir un double sens. J'ai dormi dans son lit cette nuit-là, enroulée dans ses couvertures, écoutant le silence qu'elle avait laissé derrière elle. Le lendemain, j'ai contacté le notaire de la famille, Maître Duval. Il m'a dit que la cérémonie aurait lieu dans 3 jours et que certains membres éloignés de la famille avaient été informés. Je ne m'y suis pas opposée. Trop, sonnée pour réfléchir. J'ignorais encore que ce deuil intime allait devenir un théâtre et que les fantômes que Geneviève avait tenus loin de moi allaient revenir, bien vivants. Je pensais être préparée à tout, sauf à ce que j'allais voir au cimetière. Ce jour-là, je ne perdais pas seulement ma grand-mère. J'étais sur le point de perdre toutes mes certitudes. Le jour des obsèques de ma grand-mère, il faisait un froid mordant, sec, presque cruel. Le ciel était d'un gris uniforme, sans la moindre promesse de lumière. Je portais un manteau noir trop léger, mais je ne ressentais rien. Ni le vent, ni le froid, ni les regards. J'étais comme suspendue dans une sorte de brouillard intérieur, celui du deuil, celui du vide. La cérémonie se déroulait dans l'ancienne église du village voisin, celle où Geneviève m'avait traînée plusieurs fois, toujours assise au fond, loin des autres.
Elle disait qu'elle n'était pas croyante, mais que certaines musiques méritèrent le silence du lieu. Ce jour-là, le silence n'avait rien de sacré. Il était rempli de chuchotements, de condoléances mécaniques, de regards pesants. Je reconnaissais quelques visages, des voisins, des membres de clubs sociaux où Geneviève avait été active, des connaissances de longue date. Tous affichaient cette politesse de façade, cette dignité attendue en temps de deuil. Puis, je les ai vus. 2 personnes au fond de l'église, debout, droites, comme 2 pierres levées dans un champ familier. Je ne les ai pas reconnues tout de suite. Mon esprit a refusé. Mais leurs silhouettes, leurs traits, c'étaient eux. Claire et Antoine. Mes parents. Je suis restée figée. Mon cœur a cessé de battre pendant quelques secondes, peut-être. Ils n'avaient pas changé autant que je l'aurais cru. Leur posture, leur façon de se tenir, comme si le monde leur appartenait, m'a ramené à des souvenirs brumeux d'avant mes 3 ans. Antoine portait un manteau sombre et une écharpe soigneusement nouée. Claire avait les cheveux relevés, le même port de tête que Geneviève, mais sans la douceur. Ils se sont avancés à la fin de la cérémonie, comme s'ils avaient un rôle précis à jouer. J'étais à côté du cercueil, les mains crispées sur un bouquet que je ne me souvenais pas avoir pris. Ils se sont arrêtés devant moi. « Ma chérie », a dit ma mère, d'une voix douce, presque compatissante. Je n'ai pas répondu. Mon regard passait d'un visage à l'autre, tentant de comprendre ce qui se passait. Mon père, lui, m'a simplement pris dans ses bras, brièvement, comme un geste automatique. Leur regard n'exprimait ni remords, ni gêne. Juste une étrange sérénité, comme s'ils avaient le droit d'être là. Aucun mot d'excuse, aucune tentative d'expliquer pourquoi ils avaient disparu pendant 27 ans. Rien. Ils se sont installés dans la première rangée pour la suite de la cérémonie. Moi, je tremblais. Pas de chagrin, non. De colère, de confusion. J'avais attendu toute ma vie des réponses, même les pires. J'avais espéré, enfant, qu'il m'avait été enlevé par une force majeure, qu'un jour il reviendrait, avec une histoire incroyable. Et voilà qu'ils apparaissaient, comme s'ils sortaient d'un dîner de la veille. Après l'enterrement, il y eut un petit rassemblement dans la maison. Beaucoup de gens sont venus, posant des regards curieux sur moi. Je n'arrivais pas à me concentrer. Chaque fois que je tournais la tête, je les voyais. Claire et Antoine, parfaitement à l'aise, discutant avec des connaissances de Geneviève, souriant, présents. Des gens venaient de me dire combien mes parents avaient l'air bouleversés, combien ils devaient souffrir de cette perte. Je voulais hurler. Où étaient-ils quand j'ai eu ma première fièvre? Où étaient-ils quand j'ai pleuré de solitude adolescente? Où étaient-ils, tous ces anniversaires passés à fixer une porte qui ne s'ouvrait jamais? Ils ont fini par venir vers moi, ensemble cette fois. On aimerait beaucoup parler avec toi quand tu te sentiras prête, a dit Claire. Je n'ai pas répondu. Je les ai regardés longuement, comme on regarde des étrangers dont on connaît les noms. Je n'ai pas su quoi dire. Mon silence était ma seule défense. Ils m'ont donné une carte avec un numéro. J'ai serré le papier dans ma main comme un talisman empoisonné. Ce soir-là, j'ai refermé la porte de la maison familiale en tremblant. J'ai ôté mes chaussures, suis allée dans la chambre de Geneviève et je me suis allongée sur son lit. Le silence de la pièce était lourd, différent, chargé d'un autre type de menace. Les visages que j'avais enterrés au fond de ma mémoire étaient revenus, souriants, polis et terriblement réels. Le surlendemain, Maître Duval m'a appelé pour fixer la lecture du testament. Il m'a demandé si j'acceptais que les membres de la famille présents au décès y assistent. Je n'ai pas eu la force de refuser. Tout en moi était encore un champ de ruines, et pourtant, quelque chose m'obligeait à tenir debout. Une forme de respect pour Geneviève. Ou peut-être un pressentiment. La lecture s'est déroulée dans l'ancienne maison de campagne familiale, un lieu que je n'avais pas visité depuis mes 12 ans. À l'époque, Geneviève avait fermé ce lieu sans jamais me dire pourquoi. L'endroit semblait figé dans le temps. Tapisserie fanée,
meubles recouverts de draps, l'odeur mêlée de cire et de passé. Nous étions une dizaine, assis, dans le grand salon, les fenêtres donnant sur un jardin en friche. Claire et Antoine étaient là, évidemment. Ils m'ont salué avec un sourire contenu, presque bienveillant. Je me suis contentée d'un signe de tête. À leur côté, quelques cousins éloignés, un oncle que je ne connaissais pas vraiment, et 2 voisins âgés de ma grand-mère. Puis Maître Duval a ouvert sa serviette en cuir, méthodique comme toujours, et a sorti une pile de documents. Selon les volontés de Madame Geneviève Moreau, en date du 16 mars de l'année précédente, sa voix était claire, posée, presque impersonnelle. Il a commencé par des legs symboliques. Un tableau à une amie d'enfance, un bijou à une ancienne employée, un piano à queue destiné à un conservatoire. Puis il a marqué une pause. Quant à l'intégralité du patrimoine mobilier, immobilier, financier, ainsi que la responsabilité exclusive de la gestion de la Fondation Moreau, tout est légué à sa petite-fille, mademoiselle Élodie Moreau. Un silence glacial a suivi. Je n'ai pas tout de suite compris l'ampleur de ce que cela signifiait. Puis il a précisé, chiffre à l'appui, une fortune estimée à 50 millions d'euros selon les dernières évaluations. Je n'ai pas réagi. J'étais incapable. 50 millions d'euros. Ce chiffre ne faisait aucun sens pour moi. Mon cœur battait lentement, lourdement. Je regardais mes mains posées sur mes genoux, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Mais autour de moi, l'atmosphère avait changé. Je l'ai senti comme un courant électrique. Les murmures ont commencé, les chuchotements, les regards. Claire et Antoine se sont figés, leur posture s'est tendue. Antoine a croisé les bras. Claire a regardé droit devant elle, le visage figé dans une expression que je ne lui connaissais pas encore. Celle de la stratégie. Maître Duval a poursuivi avec des détails administratifs, les démarches à suivre, les délais, les droits de succession. Mais je n'entendais plus rien. J'avais l'impression d'être un pion dans une partie que je ne connaissais pas. Autour de moi, les visages n'étaient plus les mêmes. Les condoléances s'étaient transformées en sourires figés, en mains qui se tendaient par intérêt. Après la réunion, Claire s'est approchée de moi. Elle m'a serré dans ses bras plus fort que la première fois. Oh, ta grand-mère t'aimait beaucoup. C'est normal qu'elle ait voulu te récompenser. Mais, tu sais, il y a peut-être eu des malentendus. On pourrait en discuter, non? Je l'ai regardé. Pour la première fois, j'ai vu ce qui se cachait sous son masque. Une urgence, une inquiétude. Et peut-être une colère contenue. Je suis rentrée à Bordeaux ce soir-là en silence, le testament serré contre moi. La maison m'a accueillie comme une alliée silencieuse. J'ai posé les documents sur la table du salon, me suis servi un verre de vin, et je me suis assise devant les grandes fenêtres. Je n'avais pas demandé cette fortune. Je ne l'avais même jamais imaginée. Mais maintenant, elle était à moi. Avec elle, une responsabilité, un héritage, et une guerre qui, je le sentais, ne faisait que commencer. Les jours qui ont suivi la lecture du testament ont été flous, presque irréels. Je passais mes journées à trier des papiers, répondre à des appels, rencontrer des gens dont je ne connaissais pas les visages, mais qui prétendaient tous avoir connu Geneviève de près. La maison était pleine d'une agitation nouvelle, étrangère, qui contrastait cruellement avec le silence dans lequel elle avait toujours vécu. Je tentais de reprendre pied, de comprendre ce que signifiait hériter non seulement d'une fortune, mais aussi d'une mission. La Fondation Moreau n'était pas une simple formalité. Elle abritait une collection de manuscrits anciens, de tableaux rares, et surtout, une bibliothèque privée que ma grand-mère avait passé des décennies à constituer. Elle y avait consacré sa vie. Et maintenant, c'était à moi d'en prendre soin. C'est en fouillant dans les archives de la Fondation que j'ai commencé à percevoir les premières fissures. Des lettres de mécènes inquiets, des questions, restées sans réponse, des rendez-vous annulés à la dernière minute. Je comprenais que Geneviève, malgré sa rigueur, avait tenté de tout gérer seule, et que sa santé déclinante avait laissé des vides. Je me suis plongée dans l'étude du droit successoral. Je voulais savoir ce qui me protégeait, ce qui me menaçait. Je passais des heures à lire,
à souligner des passages, à appeler Maître Duval pour poser des questions techniques. Il était toujours calme, patient, mais je sentais dans sa voix une tension contenue. Il savait, lui aussi, que ce ne serait pas simple. Et puis, les rumeurs ont commencé. Des murmures dans les cercles familiaux, des allusions lors d'événements publics. Certains affirmaient que Geneviève n'était plus lucide dans ces dernières années, d'autres prétendaient que j'avais profité de sa faiblesse pour me faire nommer héritière. Je recevais des messages anonymes, des insinuations sur les réseaux sociaux. Petit à petit, je devenais celle qu'on accusait en silence. Un fil. Après-midi, alors que je triais des cartons dans le bureau de Geneviève, j'ai entendu un claquement à la porte. J'ai ouvert et je les ai vus. Claire et Antoine. Ils étaient debout, ensemble, comme un front uni. Claire tenait une chemise, noire dans les mains. Elle me l'a tendue. On voudrait discuter calmement. Je les ai laissés entrer, à contre-cœur. Nous nous sommes installés dans le salon, là où Geneviève lisait toujours le journal. Antoine a pris la parole en premier. « Écoute, Élodie, ce que ta grand-mère a fait, c'est injuste. Elle t'a élevée, certes, mais nous restons tes parents. Et nous avons des droits. » J'ai réprimé un rire nerveux. « Des droits ? Après 27 ans d'absence ?» Claire a enchaîné, plus douce, presque attendrie. « Tu ne comprends pas tout, ce que tu crois savoir, sur notre départ. Ce n'est pas la vérité. Geneviève t'a éloigné de nous. Elle t'a monté contre nous. » Je sentais la colère monter en moi, mais je me suis contenue. « Et maintenant, vous voulez quoi ?» Antoine a répondu, sec, « Une part équitable. Nous allons contester le testament. » Ils m'ont expliqué qu'ils avaient déjà consulté un avocat, qu'ils allaient déposer une requête pour invalider les dernières volontés de Geneviève sur la base d'un état mental altéré. Ils insinuaient qu'elle avait agi sous influence, qu'elle ne contrôlait plus ses décisions. Je savais que c'était faux. Geneviève avait été lucide jusqu'au dernier jour. Je leur ai demandé de partir. J'ai refermé la porte sur eux, le cœur battant. Et cette nuit-là, j'ai fait un rêve étrange. Geneviève me tendait un trousseau de clés. Elle me regardait, sans un mot, mais dans ses yeux, je voyais toute la confiance qu'elle avait placée en moi. Je me suis réveillée en sueur, le souffle court. Le lendemain, j'ai appelé Maître Duval. Je lui ai tout raconté. Il m'a écoutée en silence, puis m'a dit, avec une gravité nouvelle, « Mademoiselle Moreau, vous devez savoir que ce qui se joue ici dépasse une simple querelle d'héritage. Il y a des enjeux anciens et des secrets que votre grand-mère a probablement gardés pour vous protéger. » Ces mots m'ont glacée. J'ai compris que je n'étais pas seulement héritière d'une fortune. J'étais la gardienne d'une vérité que beaucoup préféreraient voir enterrée. Quelques jours après la visite tendue de mes parents, je me suis enfermée dans le bureau de Geneviève. Il y avait quelque chose dans cette pièce qui m'attirait, comme une promesse de réponse que je n'arrivais pas à formuler. Les murs étaient tapissés de livres anciens, les meubles couverts de poussière, et l'odeur de papier vieilli flottait dans l'air. C'était là qu'elle passait ses journées, qu'elle écrivait, qu'elle triait des documents. Et c'est là que je devais commencer à chercher. Je ne savais pas vraiment ce que je cherchais. Peut-être une lettre, un mot, une explication. Mais ce que j'ai trouvé m'a laissé sans voix. J'étais en train de feuilleter un vieux volume relié en cuir quand un bruit sec s'est fait entendre. Une petite enveloppe venait de glisser d'entre les pages. À l'intérieur, il y avait une clé minuscule, dorée, ancienne. Je l'ai tournée dans mes doigts pendant plusieurs minutes, fascinée. Puis j'ai vu qu'elle portait un numéro gravé, 71284. Ce chiffre ne me disait rien, mais j'ai compris immédiatement ce qu'il représentait. Geneviève possédait un coffre bancaire. Elle ne m'en avait jamais parlé, mais je me souvenais qu'elle allait régulièrement en ville, toujours seule, toujours discrète. Elle en revenait les bras vides, mais l'air préoccupé. Le lendemain, je suis allée à la banque avec la clé et une boule d'angoisse dans la gorge. L'employé, après vérification de mon identité et du testament, m'a conduite dans une pièce feutrée, aux murs blindés,
où se trouvait le fameux coffre numéro 7, 1284. Mes mains tremblaient en insérant la clé. Le cliquetis du mécanisme s'est répercuté dans la pièce comme une détonation. À l'intérieur, il y avait une boîte en bois, plusieurs chemises cartonnées, des lettres nouées avec du ruban et, au fond, une série de carnets reliés à la main. Les journaux de Geneviève. J'ai ramené le tout à la maison. J'ai posé les documents sur le bureau et j'ai commencé à lire. Les premières pages des journaux dataient de l'année où mes parents étaient encore présents. Geneviève. Y parlait de Claire et Antoine avec des mots ambigus. Admiration, peur, incompréhension. Puis, très vite, le ton changeait. Elle notait des événements précis, des crises, des absences, des mensonges. Et puis un mot revenait sans cesse. Protection. Je dois protéger Élodie. Il ne voit en elle qu'un obstacle, une gêne. Il ne l'aime pas comme il devrait. Il la blesse. Il ne mérite pas de la voir. Mon cœur s'est serré. Les mots étaient simples, mais leur charge émotionnelle était immense. Je lisais la peur d'une femme qui s'était dressée seule contre sa propre fille et son gendre pour sauver une enfant. Moi. Les lettres, elles, étaient plus complexes. Certaines étaient adressées à des avocats, d'autres à des médecins. Je découvrais des échanges avec un pédiatre, un psychologue, une assistante sociale. Geneviève avait documenté, année après année, chaque blessure, chaque abandon, chaque alerte. Et puis, il y avait les documents financiers, des relevés, des transactions, des copies de chèques. Je comprenais peu à peu que la fortune de ma grand-mère n'était pas un simple héritage familial. Elle avait revendu une partie de ses biens dans les années 90 pour financer la fondation, oui, mais aussi pour éloigner mes parents. Elle avait payé pour leur silence, pour leur absence. C'était un échange terrible, mais efficace. En contrepartie, ils n'avaient plus aucun droit sur moi. Je refermais un à un les carnets, le souffle court. Ce que j'avais entre les mains, c'était la preuve que Geneviève n'était pas folle. Elle n'était pas manipulée. Elle avait agi avec une précision redoutable. Et surtout, elle avait agi par amour. Je passais la nuit à lire, à pleurer, parfois à sourire aussi. Car au milieu des notes froides et des constats légaux, il y avait aussi des mots tendres, des souvenirs de mes premiers pas, de mes questions d'enfant, de mes dessins maladroits accrochés dans la cuisine. Geneviève écrivait pour se souvenir, mais aussi pour transmettre. C'était sa voix, enfin claire, enfin libre. Le matin venu, j'ai appelé Maître Duval. Je lui ai parlé du coffre, des journaux, des lettres. Il m'a demandé de les scanner, de les protéger, de ne rien divulguer pour l'instant. « Ce que vous avez trouvé, Élodie, peut tout changer », m'a-t-il dit. Et moi, pour la première fois depuis la mort de ma grand-mère, j'ai ressenti autre chose que la douleur. J'ai ressenti de la force. Je n'ai parlé à personne des carnets, ni des lettres, ni du contenu du coffre. C'était ma manière de garder un peu de contrôle dans un monde qui semblait se retourner contre moi. Je savais que la vérité était là, entre mes mains, mais aussi que l'utiliser trop tôt serait risqué. J'ai suivi les conseils de Maître Duval. Prudence, patience, silence. Mais mes parents, eux, n'avaient aucune intention d'attendre. Quelques jours après ma visite à la banque, j'ai reçu un message de Claire. Il ne contenait que 2 phrases. « On peut prendre un café ? Juste toi et moi. » Et un lieu, un petit salon de thé du centre-ville que je connaissais bien, celui où Geneviève m'emmenait quand j'étais petite. J'y suis allée. Pas par envie, mais parce que je sentais que l'affrontement devait se faire. Et je voulais voir dans les yeux de ma mère ce que tant d'années d'absence n'avaient jamais su m'expliquer. Elle était déjà installée à une table du fond, impeccable, comme toujours, son manteau beige parfaitement ajusté, un carnet ouvert devant elle, comme si elle écrivait. Quand elle m'a vue, elle a souri. Un sourire doux, presque maternel. Un masque. « Élodie, merci d'être venue. » Je me suis assise sans répondre. J'ai commandé un thé, puis je l'ai regardée, attendant qu'elle parle. « Je sais que tu es en colère, » a-t-elle commencé.
Et tu as raison. Mais il y a tant de choses que tu ignores. Je ne l'ai pas interrompue. Elle voulait jouer la carte de la confession. Très bien. Qu'elle parle. Geneviève ne t'a jamais dit la vérité. Elle t'a élevé dans une version du monde qui l'arrangeait. Elle voulait t'éloigner de nous, pour te garder. Elle disait que c'était pour te protéger, mais en réalité, elle nous haïssait. Je l'écoutais, froide. Je savais que chaque mot était calculé. Elle cherchait à semer le doute, à m'attendrir. Et pourtant, une partie de moi, malgré tout, voulait comprendre. Tu sais ce que c'est, Élodie, de voir son enfant partir, de se réveiller un jour et de découvrir qu'on t'a arraché ce que tu avais de plus précieux? Je me suis penchée vers elle. Ce que je sais, c'est que pendant 27 ans, personne n'a frappé à ma porte. Personne n'a envoyé une carte, un cadeau, un mot. Vous étiez 2 fantômes, rien de plus. Elle n'a pas baissé les yeux. Elle s'est contentée de refermer son carnet, calmement. Je ne suis pas venue pour me justifier, je suis venue pour te prévenir. Elle a sorti une enveloppe et l'a glissée vers moi. Antoine est décidé à contester le testament, et il n'est pas seul. Certains anciens associés de Geneviève pensent que tu n'as pas la stature pour gérer la fondation, que tu n'es qu'une fille perdue à qui on a tout donné. Je n'ai pas touché l'enveloppe, je l'ai regardée. C'est une menace. Elle a souri, un sourire fin, tranchant. C'est une réalité, mais ça peut changer. Si tu veux qu'on enterre le passé, on le peut. On te laisse la maison, une partie de l'héritage. Tu vis tranquille. Et tu nous laisses la fondation. Je suis restée figée. Il voulait la fondation. Pas l'argent, pas le symbole. Ce qu'il voulait, c'était le pouvoir qu'elle représentait. Les connexions, le prestige, le contrôle. Je me suis levée sans prendre l'enveloppe. Tu m'as abandonnée une fois. Tu ne m'auras pas une seconde. Je suis partie sans me retourner. Le soir même, j'ai reçu un appel de Maître Duval. Il avait été contacté par un cabinet d'avocats mandaté par mes parents. Il demandait l'ouverture d'une médiation en vue de reconsidérer les conditions du testament. Je lui ai tout raconté. La rencontre, la proposition, l'enveloppe. Il m'a écoutée puis a dit « Vous êtes dans une tempête, mademoiselle Moreau, mais vous n'êtes pas seule, et vous avez une arme que vos parents n'ont pas, la vérité. » Je me suis sentie moins seule, pour la première fois depuis longtemps. J'ai passé la nuit dans le bureau, entourée des papiers de Geneviève. Chaque mot qu'elle avait écrit me donnait de la force. J'ai compris alors que je ne me battais pas seulement pour une fortune ou une fondation. Je me battais pour une mémoire, pour l'amour d'une femme qui m'avait tout donné et que je ne laisserai jamais trahir. Après cette nuit agitée, j'ai su que je ne pouvais plus rester passive. Ce que j'avais entre les mains, les carnets, les lettres, les preuves, ne pouvait pas simplement rester enfermé dans un tiroir. Et pourtant, je ne pouvais pas tout dévoiler immédiatement. Il fallait que je sois stratégique. Geneviève m'avait appris la patience, la précision. Elle aurait voulu que je sois méthodique, pas impulsive. J'ai donc commencé à structurer ma défense. J'ai continué à travailler en étroite collaboration avec Maître Duval, mais j'ai aussi commencé à consulter d'autres experts, notamment en droit successoral et en archivistique. Je voulais comprendre chaque ligne du testament, chaque clause, chaque faille potentielle que mes parents pourraient exploiter. En parallèle, je me suis plongée dans les archives de la Fondation. Ce lieu, que je n'avais connu que de loin, est devenu mon refuge. Les bureaux étaient pleins de dossiers, de catalogues, de lettres d'intention. J'ai rencontré l'équipe, encore en place. Une historienne de l'art douce et passionnée, un archiviste rigoureux, et une jeune chargée de communication qui admirait Geneviève comme une légende vivante. Ils m'ont accueillie avec une curiosité respectueuse. Au début, je sentais leurs réserves, leurs doutes. Ils se demandaient sûrement si j'étais prête, si j'étais capable. Mais je leur ai montré que je ne venais pas pour tout changer, ni pour imposer. Je venais pour comprendre, pour apprendre, pour protéger ce que Geneviève avait construit.
j'ai organisé une réunion avec toute l'équipe. Je leur ai raconté l'histoire de la fondation, du moins ce que je savais. Je leur ai dit que mes parents contestaient le testament, que des pressions s'exerçaient. Mais je leur ai aussi dit que je ne reculerais pas, que je ferais tout pour que la fondation reste fidèle à sa mission, préserver, transmettre, inspirer. Peu à peu, les choses ont changé. L'équipe s'est resserrée autour de moi. Ils m'ont ouvert les portes des archives les plus sensibles, m'ont montré des pièces rares, des correspondances précieuses. J'ai découvert des lettres signées de grands écrivains, des manuscrits annotés à la main, des œuvres d'art confiées en dépôt. Je comprenais de plus en plus la valeur, non seulement financière, mais symbolique et historique de ce que je devais protéger. Parallèlement, les attaques continuaient. Les avocats de mes parents multipliaient les démarches, demandes d'audit sur les finances de la fondation, interrogations sur l'état mental de Geneviève, requêtes pour suspendre temporairement l'exécution du testament. Chaque jour, une nouvelle menace. Mais je tenais bon. Une nuit, en rangeant un vieux carton dans l'arrière-salle de la fondation, je suis tombée sur une lettre de Geneviève adressée à moi. Elle n'était pas datée, mais son écriture était plus tremblante, plus fragile. Ma chère Élodie, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là pour te guider. Mais souviens-toi, ce que nous transmettons est toujours plus fort que ce que nous possédons. Ne laisse jamais le monde te voler ta voix. J'ai pleuré, longuement. Puis j'ai rangé la lettre dans ma poche et je suis rentrée chez moi avec une idée fixe, créer un nouveau programme dans la fondation. Quelque chose qui porterait le nom de Geneviève. Un projet destiné aux jeunes issus de familles éclatées, un espace de mémoire et de réinvention. Je voulais que son combat ne soit pas seulement défensif. Je voulais qu'il rayonne. J'ai commencé à rédiger les statuts du projet, à chercher des subventions, à contacter des associations. Et petit à petit, le regard des autres a changé. On ne me voyait plus comme une héritière isolée, mais comme une femme déterminée à bâtir quelque chose de vivant. Mais cette montée en force ne passait pas inaperçue. Claire et Antoine, de leur côté, redoublaient d'agressivité. Ils ont commencé à contacter des journalistes, à distiller des versions déformées de leur histoire. Selon eux, Geneviève les avait manipulés, et moi, j'étais le fruit de cette manipulation. Une enfant dressée contre ses parents, une marionnette devenue gardienne d'un empire qu'elle ne comprenait pas. Je lisais ces articles avec une boule dans la gorge. Les commentaires, les insinuations, les doutes publics. Je devins, peu à peu, une cible. Mais je ne pouvais plus reculer. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Il s'agissait d'un héritage de résistance, de dignité et d'amour transmis dans le silence. Je n'avais jamais mis les pieds dans un tribunal avant ce jour. Rien ne pouvait me préparer à ce que j'allais vivre. Le bâtiment, imposant, semblait avaler le bruit de la ville dès qu'on y entrait. Les couloirs étaient pleins de pas précipités, de voix étouffées, de papiers froissés. Je m'y sentais comme une étrangère, malgré le dossier épais que je tenais contre ma poitrine. Le procès avait été annoncé dans les médias locaux. Un héritage contesté de 50 millions d'euros, la petite fille contre les parents biologiques, une guerre de génération. Une famille bordelaise se déchire autour d'un testament controversé. Les titres me brûlèrent les yeux. Ils m'arrachèrent mon histoire pour la transformer en spectacle. Le jour de la première audience, je suis arrivée accompagnée de Maître Duval. Il portait son habituelle sobriété, mais son regard était plus dur, plus tranchant. Il savait que ce procès n'était pas seulement une affaire de loi, mais de réputation, d'âme, de mémoire. Mes parents étaient déjà là. Claire, impeccable comme toujours, jouait la veuve blessée, fragile. Antoine, droit, austère, lançait des regards vides, presque désincarnés. Ils étaient entourés de leurs avocats, de collaborateurs, de journalistes à distance. Dès les premières minutes, j'ai compris ce qui m'attendait. Leur défense s'appuyait sur la fragilité supposée de Geneviève. Ils parlèrent de paranoïa, de délire de persécution, de manipulation émotionnelle. Selon eux, elle aurait réécrit l'histoire pour me éloigner d'eux, profitant de mon jeune âge pour m'endoctriner. Et moi, j'étais la pièce centrale de cette manipulation.
la figure commode de la petite fille, aveuglée par une affection excessive. La justice devenait un théâtre où je devais justifier l'amour que j'avais reçu et celui que j'avais rendu. La presse s'en est emparée. Les articles se multipliaient. Certains prenaient à mon parti, parlant de courage, de mémoire à défendre. D'autres me dépeignaient comme une jeune femme trop ambitieuse, prête à tout pour garder un empire qu'elle n'avait pas bâti. Les réseaux sociaux devenaient un champ de bataille. Des inconnus m'insultaient, doutaient de ma sincérité. D'autres me soutenaient, m'envoyaient des messages privés emplis de compassion. Mais le plus dur était de voir mes parents parler de moi comme d'une étrangère. Claire racontait des souvenirs reconstruits, embellis, remplis de gestes tendres qui n'avaient jamais existé. Antoine, plus froid, évoquait les choix difficiles qu'ils avaient dû faire, les sacrifices imposés par Geneviève. Et moi, je n'étais qu'un dommage collatéral, une preuve vivante d'une guerre qu'ils prétendaient n'avoir jamais voulu. Je me suis vue, un matin, à la télévision. Un extrait de mon arrivée au tribunal. La voix d'un présentateur disait « Élodie Moreau, l'héritière silencieuse, désormais en première ligne d'un combat judiciaire qui pourrait tout lui faire perdre. » Je me suis sentie trahie. Comme si, une seconde fois, on me volait ma vie. Dans ces moments, j'ai failli abandonner. Il y avait des nuits où je ne dormais pas, où je relisais les journaux de Geneviève en boucle pour me rappeler pourquoi je tenais. Je pensais à tout lâcher, à leur laisser tout, à partir loin. Mais quelque chose en moi refusait, quelque chose d'indestructible. Maître Duval ne cessait de me répéter « Ils ont les mots, vous avez les faits. » Alors je me suis raccrochée à ça. J'ai continué à travailler à la fondation, à structurer les archives, à renforcer les programmes. Je voulais prouver par mes actes que je n'étais pas une héritière passive, que j'étais digne, que je méritais ce que Geneviève m'avait confié. Puis, un soir, alors que je rentrais chez moi, un inconnu m'a arrêtée dans la rue. « Vous êtes Élodie Moreau ?» J'ai reculé, méfiante. « Je voulais juste vous dire, tenez bon. Ma fille a bénéficié de l'un des programmes de votre fondation. Ce que vous faites, c'est important. » Il est reparti sans un mot de plus, et ce moment, aussi simple soit-il, m'a donné plus de force que n'importe quelle plaidoirie. Parce que derrière les chiffres, les titres, les accusations, il y avait des vies, des réels, des gens. Et moi, malgré les humiliations publiques, je n'allais pas les trahir. Je ne sais pas ce qui m'a réveillée ce matin-là. Peut-être une intuition, peut-être un rêve dont je ne gardais aucune image. Ce que je sais, c'est que je me suis levée avec une certitude. Il restait encore quelque chose à découvrir. Quelque chose que Geneviève avait laissé derrière elle, en silence, attendant le bon moment. Je suis allée voir Maître Duval dans son cabinet, sans rendez-vous. Il m'a accueillie avec cette bienveillance sèche qu'il réservait aux jours graves. Je lui ai parlé de mon pressentiment. Il m'a écoutée, les bras croisés, puis il s'est levé sans un mot et a disparu dans l'arrière-salle. Il est revenu quelques minutes plus tard, tenant une boîte cartonnée grise. « Cela a été oublié dans les archives secondaires du cabinet », a-t-il dit. « Elle l'a déposé il y a une dizaine d'années. Elle m'avait dit de ne l'ouvrir qu'en cas de contestation sérieuse. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Nous avons ouvert la boîte ensemble, dans le silence feutré de son bureau. À l'intérieur, un dossier épais, soigneusement organisé. Sur la première page, une note de Geneviève. Pour Élodie. Pour que la vérité ne meure pas avec moi. Le dossier contenait des rapports médicaux, des attestations officielles, des procès-verbaux de services sociaux. Je découvrais, noir sur blanc, ce que Geneviève n'avait jamais pu ou voulu me dire. À l'âge de 3 ans, j'avais été retirée à mes parents par décision de justice. La raison, négligence grave, instabilité psychologique de ma mère, violence verbale répétée de mon père. Un signalement avait été fait par une voisine. L'enquête avait été rapide, les preuves accablantes. Geneviève avait immédiatement demandé la garde et l'avait obtenue, sans appel.
Je relisais ces documents avec une douleur sourde. Chaque mot confirmait ce que je pressentais, sans jamais l'avoir su. Geneviève ne m'avait pas volé à mes parents. Elle m'avait sauvée. Il y avait aussi des lettres manuscrites de médecins, de psychologues, confirmant mon développement affectif fragile après les premiers mois de séparation. Des photos de moi, triste, distante, que je ne reconnaissais pas. Et enfin, des documents attestant que Claire et Antoine avaient été signés un accord à l'amiable, renonçant à tout droit de visite en échange d'une somme d'argent. Je n'arrivais pas à parler. J'ai fermé le dossier, les larmes aux yeux. Maître Duval m'a regardé longuement, puis a posé sa main sur la mienne. Ce dossier change tout. Il a contacté l'avocat adverse dans l'heure qui suivit. Une audience exceptionnelle a été demandée pour ajouter les nouvelles preuves au dossier du procès. Les documents allaient être soumis au juge, officiellement, publiquement. Et cette fois, les mots ne suffiraient plus à masquer la vérité. Le soir, je suis retournée chez moi avec le dossier dans mon sac. Je l'ai posé sur ma table, comme un trésor maudit. J'ai relu les lettres de Geneviève, ses journaux, ses annotations. Tout prenait un sens nouveau. Elle avait tout prévu. Elle avait anticipé ce retour, cette guerre, cette tentative de réécrire l'histoire. Et elle avait tout préparé pour que je ne sois pas seule. Je me suis regardée dans le miroir. J'avais l'air plus âgée, plus fatiguée, mais dans mes yeux, il y avait une lumière que je ne connaissais pas, une certitude, celle d'être du bon côté de l'histoire. J'ai dormi cette nuit-là d'un sommeil profond, sans cauchemar. Et au réveil, je me suis sentie prête à affronter mes parents, la justice, le monde entier s'il le fallait. Parce que je n'étais plus la petite fille perdue d'un héritage empoisonné. J'étais la mémoire vivante d'un combat silencieux. Et j'avais enfin les armes pour le mener jusqu'au bout. Je suis arrivée au tribunal ce matin-là avec une étrange sérénité. Il y avait du vent dans les arbres, une lumière froide qui filtrait entre les nuages. Dans ma main, le dossier. Pas seulement une arme, mais une vérité en papier. J'avançais sans hâte, comme si chaque pas vers la salle d'audience m'arrachait un poids ancien. Je n'étais plus là pour me défendre. J'étais là pour rétablir les faits. La salle était pleine. Les journalistes, les curieux, les silhouettes familières des membres du personnel de la fondation, même certains voisins de mon enfance. Maître Duval était à mes côtés, calme, concentré. Il m'avait prévenu que cette audience allait être décisive et qu'il fallait tout livrer. Mes parents étaient déjà là. Claire portait un tailleur noir, sobre, presque funèbre. Antoine avait le regard tendu, son corps crispé. Ils ne me saluèrent pas cette fois. Le juge, une femme à la voix posée et au regard incisif, commença la session. On rappela les faits, les arguments des parties, les contestations autour du testament. Puis, Maître Duval demanda la parole pour introduire un élément nouveau. L'atmosphère changea aussitôt. Il présenta le dossier de Geneviève avec une précision redoutable. Il lut des extraits, expliqua les circonstances, les décisions judiciaires passées, les expertises médicales. Il montra les signatures, les dates, les noms. Il démontra, sans laisser de doute, que la séparation de mes parents n'était pas une tragédie arbitraire, mais une mesure de protection, que Geneviève avait agi en conformité avec la loi et avec un seul objectif, me sauver. Pendant qu'il parlait, je gardais les yeux rivés sur Claire. Je voulais voir sa réaction, capter l'instant où le mensonge se briserait. Au début, elle resta impassible. Mais à mesure que les preuves défilaient, son visage se fissura, ses lèvres tremblaient. Elle baissa enfin les yeux. Antoine tenta un dernier coup. Il prit la parole pour dénoncer une manipulation, une invention. Il parla de documents fabriqués, de ressentiments anciens, de révisionnisme familial. Mais le juge l'interrompit. « Monsieur Moreau, les documents ont été validés. Leur authenticité ne souffre d'aucune contestation sérieuse. » Puis elle se tourna vers moi. « Mademoiselle Moreau, souhaitez-vous vous exprimer ?» Je me suis levée lentement. Ma voix était claire, bien que je sente mes jambes vaciller. Je n'ai jamais voulu cette guerre. Je n'ai jamais voulu d'héritage, ni d'argent.
Ce que je voulais, c'était comprendre. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi Geneviève a fait ce qu'elle a fait. Elle m'a protégée. Elle a pris des décisions que mes parents refusaient d'assumer, et elle l'a fait seule. Je me suis tournée vers Claire. Tu aurais pu venir, une fois. Tu ne l'as pas fait. Et vers Antoine. Tu aurais pu écrire un mot. Tu ne l'as pas fait. Je me suis rassis. La salle était silencieuse, le genre de silence qui pèse plus lourd que les mots. Le juge reprit. En vertu des éléments présentés, et après examen approfondi, la Cour confirme la validité du testament de Madame Geneviève Moreau. Les requêtes de contestation sont rejetées. Le marteau frappa le bois. C'était terminé. Claire s'effondra en larmes. Antoine resta figé, blanc comme un linge. Je ne ressentis ni triomphe, ni soulagement immédiat. Juste une fatigue, immense. Mais aussi une certitude nouvelle. J'avais été entendue. Enfin. À la sortie du tribunal, des journalistes m'attendaient. Je ne parlais pas. Je n'avais plus rien à dire. Tout avait été dit, montré, reconnu. Ce soir-là, je suis rentrée à la maison. J'ai posé le dossier sur la cheminée, à côté d'une photo de Geneviève. Je l'ai regardée longuement. Son sourire discret, son regard droit. Je lui ai murmuré merci. Puis j'ai éteint les lumières, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi sans peur. Le lendemain du verdict, la maison semblait différente, comme si elle respirait mieux. Les murs, les meubles, les planchers ne grinçaient plus sous le poids de l'attente. J'ai ouvert les fenêtres. L'air froid de décembre est entré, avec une légèreté nouvelle. J'étais seule, mais je ne me sentais plus vide. Il y avait en moi une paix étrange, construite sur des mois de tempête. Maître Duval m'avait proposé de passer au cabinet pour un dernier point. Une formalité, m'avait-il dit. Mais en entrant dans son bureau ce jour-là, j'ai compris qu'il avait quelque chose à me dire. Il m'a accueilli comme à son habitude, debout, droit, un léger hochement de tête en guise de bonjour. Puis, alors que je m'asseyais, il a fait un geste inattendu. Il a ri. Pas un éclat nerveux ou une politesse forcée. Un vrai rire, bref, sec, mais chargé d'une ironie délicieuse. Je l'ai regardé stupéfaite. « Vous riez ?» Il a haussé les épaules, croisé les bras, et avec un sourire presque imperceptible, il a dit « C'est l'ironie la plus élégante que la justice française ait produite cette année. Vos parents, disparus pendant 27 ans, réapparaissent pour réclamer un héritage qu'ils pensaient facile à conquérir. Et ils perdent tout, devant les caméras. » Je n'ai pas su quoi répondre. J'ai souri malgré moi. Pas par cruauté, mais parce que ce rire était un point final inattendu à une longue phrase de douleur. Un soulagement qui ne disait pas son nom. Il a poursuivi, plus sérieux. « Ce que vous avez fait, Élodie, demande une force rare. Vous avez tenu bon, vous avez respecté la volonté de votre grand-mère, et surtout, vous avez honoré la vérité. Ce n'est pas la justice. Et qui a gagné, c'est la mémoire. Nous avons passé en revue les derniers papiers, les démarches restantes. Il y en avait peu. Le testament était confirmé. La fondation m'appartenait légalement. Aucun recours n'était possible. Mes parents avaient disparu de l'actualité aussi vite qu'ils y étaient entrés. Le scandale s'était retourné contre eux. Leur posture de victime avait volé en éclats. Et moi, sans rien dire, j'étais devenue autre chose. Une figure publique malgré moi. Les réseaux sociaux s'étaient emparés du verdict, de mes mots à la barre, du sourire de Maître Duval. Les vidéos de l'audience avaient été visionnées des milliers de fois. Des phrases extraites de mon témoignage circulaient comme des slogans. Elle m'a protégée seule. Vous auriez pu venir, une fois. Je recevais des messages du monde entier. Des femmes, des hommes, des enfants devenus adultes trop tôt. Tous me racontèrent leurs histoires, leurs silences, leurs abandons. J'étais devenue, sans l'avoir voulu, une voix, une représentante d'une douleur ancienne, mais aussi d'une reconstruction possible. Ce soir-là, je suis rentrée à la maison et j'ai allumé mon ordinateur.
J'ai écrit un message que j'ai publié sur le site de la Fondation. Ma grand-mère m'a élevée dans le silence, mais avec dignité. Aujourd'hui, je choisis de faire du bruit. Pas pour faire du mal, mais pour éclairer. Pour que ceux qui n'ont pas été entendus le soient enfin. La Fondation Moreau continuera de défendre la mémoire, mais aussi l'avenir. Pour Geneviève. Pour vous. Je n'ai pas regardé les commentaires. Je suis allée dans le jardin, malgré le froid, et je me suis assise sur le banc de pierre, où Geneviève lisait parfois. J'ai fermé les yeux, et j'ai respiré lentement. J'ai repensé à tout. Les lettres, les procès, les regards, et à ce rire de Maître Duval, sec et juste, comme une victoire qui n'avait pas besoin d'être célébrée bruyamment. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni à eux, ni au monde. J'avais tenu bon. Les mois qui suivirent, le procès furent à la fois calmes et pleins. Pour la première fois depuis longtemps, je vivais sans anticipation ni crainte. Je me levais chaque matin sans devoir me préparer à me battre. Ce silence retrouvé n'était pas vide, il était neuf, et j'ai su que c'était le moment de reconstruire. Je me suis entièrement consacrée à la Fondation. J'ai commencé par rebaptiser une des ailes principales, Aile Geneviève. Une manière de graver son nom dans le marbre, pas seulement en mémoire, mais comme repère. J'ai rédigé le discours moi-même, sans effet, sans drame, juste avec la voix de celle que je suis devenue. Lors de l'inauguration, il y avait des journalistes, des invités, des bénéficiaires de nos programmes. J'ai parlé d'elle, de l'amour qu'elle avait su transformer en protection, de son silence qui n'était pas faiblesse, mais choix. Il y avait des larmes dans la salle, mais aussi des sourires. Ce jour-là, j'ai compris que ma peine était devenue semence. L'un de mes premiers projets fut de créer un programme de soutien pour les jeunes, sans repères familiaux. Je voulais offrir ce que Geneviève m'avait offert, une stabilité douce, une exigence affectueuse, un cadre où l'on peut grandir sans se cacher. Le programme s'appelait « Les voix invisibles ». Un clin d'œil à tous ceux que personne n'écoute. Les premiers participants sont arrivés timidement. Je les recevais moi-même, avec une tasse de thé, comme Geneviève faisait avec moi quand j'étais enfant. Je leur montrais la bibliothèque, les ateliers d'écriture, les expositions. Certains ne parlaient presque pas au début. Puis, petit à petit, ils écrivaient, ils dessinaient, ils restaient. Et je voyais dans leurs yeux une reconnaissance que je connaissais trop bien. Celle qu'on n'ose pas nommer mais qui guérit. Je n'ai plus eu de nouvelles de Claire et Antoine. Après le verdict, ils avaient disparu aussi soudainement qu'ils étaient revenus. Pas un mot, pas une lettre, pas une tentative de contact. Je ne les attendais pas. Et je n'en avais plus besoin. Leur absence n'était plus une blessure, mais un espace. Un silence que je pouvais habiter à ma façon. Certains soirs, je m'asseyais encore dans le bureau de Geneviève. Je relisais des passages de ses carnets. J'annotais les marges, comme si je dialoguais avec elle. Je lui racontais mes journées, les progrès des jeunes, les défis administratifs. Je ne croyais pas aux fantômes, mais sa présence m'accompagnait. Non comme un poids, mais comme une étoffe légère, une ombre douce. Je me suis aussi rapprochée de quelques anciens amis de Geneviève, des femmes, surtout, qui l'avaient admirée, suivie, soutenue de loin. Elle me racontait des anecdotes, des épisodes de sa vie que je ne connaissais pas. Par elle, j'ai découvert une autre facette de ma grand-mère, plus combative, plus audacieuse, presque rebelle. Cela me faisait rire. Elle m'avait tant protégée qu'elle avait caché sa propre flamme. Et maintenant, c'était à moi de la porter. Un matin, en classant de vieux dossiers, je suis tombée sur un petit carnet que je n'avais jamais vu. Il ne contenait que des citations, des phrases notées sans date, sans contexte. L'une d'elles m'a bouleversée. On ne guérit pas de l'abandon. On l'apprivoise, on le tisse en courage, et un jour, il devient force tranquille. Je l'ai recopié et placé sur mon bureau. C'était exactement ce que je vivais. Je n'étais plus une héritière, ni une victime, ni une accusée. J'étais une femme en paix.
Et cette paix n'était pas venue d'un verdict ou d'un gain matériel. Elle venait du fait d'avoir traversé la douleur sans s'y noyer, de l'avoir transformée, de l'avoir offerte. Un matin d'hiver, alors que le brouillard s'attardait sur les vignes et que la maison dormait encore, je suis entrée dans la bibliothèque pour chercher un livre sur l'histoire des institutions caritatives. Le genre de lecture que j'aurais jugé aride autrefois, mais qui aujourd'hui me passionnait. En glissant un ouvrage ancien sur l'étagère du haut, 2 autres sont tombés. Rien d'inhabituel, pensais-je. Mais entre les pages d'un volume à la reliure craquelée, un papier plié attendait, comme oublié volontairement. C'était une lettre, une dernière. Écrite à la main, encre bleue, sur un papier légèrement jauni. Signée. Geneviève. Je me suis assise sans bruit, le cœur battant comme lors de ma première lecture de ces carnets. Cette fois, ce n'était ni un journal ni une consigne. C'était pour moi. Un adieu. Ou peut-être une ouverture. Ma chère Élodie, si cette lettre t'arrive un jour, c'est que tu as trouvé ta voie. Pas celle que je t'ai enseignée, ni celle que le monde attendait de toi. Mais la tienne, nue, solide, incarnée. Je n'ai jamais su comment te dire les choses autrement qu'en actes. Je t'ai aimé comme j'ai su, avec pudeur, avec rigueur, avec la peur constante de ne pas être assez. Tu as porté un fardeau que tu n'as pas choisi. Tu as vécu des silences que j'aurais voulu remplir de mots. Mais sache une chose, famille n'est pas toujours celle qui nous donne la vie. Famille, c'est celle qui ne nous l'enlève pas. Je n'ai pas pleuré, pas cette fois. Je suis restée longtemps immobile, relisant chaque phrase, chaque boucle de son écriture. Et quand j'ai refermé la lettre, j'ai compris que tout était à sa place, que ce silence dans lequel j'avais grandi n'était pas un manque, mais une forme d'amour inédite. Un amour fait de présence constante, de gestes concrets, de fidélité silencieuse. J'ai placé la lettre dans un cadre, sur mon bureau. À côté d'elle, une photo de Geneviève jeune, prise bien avant ma naissance. On la voit debout, devant une vieille bâtisse, un livre à la main. Son regard porte au loin. Elle ne sourit pas, mais il y a dans ses yeux une paix souveraine, celle que j'ai mise toute une vie à comprendre. Les années ont passé. La fondation a grandi. Les jeunes du programme, les voix invisibles sont devenus mentors, écrivains, artistes. Certains sont restés, d'autres sont partis plus loin. Tous m'ont laissé une trace. Et moi, je continue de porter cette maison, ce nom, cette mémoire. Je ne parle presque jamais de mes parents. Non par rancune, mais par choix. Leur absence fait partie de moi, comme une ombre douce. Je ne les attends plus. Je ne leur en veux plus. Je les ai laissés là où ils ont voulu être, ailleurs. Je me suis mariée un jour de printemps, discrètement, sans robe blanche ni grande fête. Juste quelques amis, la lumière des arbres et un violon. Il m'a dit qu'il m'aimait pour ma force tranquille. Je lui ai répondu que je n'avais rien fait d'exceptionnel, que j'avais juste tenu debout. Il m'a dit que c'était précisément cela, l'exception. Parfois, le soir, je relis des passages des journaux de Geneviève. Pas pour comprendre, mais pour sentir. Pour garder son souffle près du mien. Il m'arrive de lui parler à voix haute. Elle ne répond jamais. Mais je sais qu'elle m'écoute. Toujours. Et moi, je continue d'écrire, de transmettre, de bâtir. Non dans le bruit, mais dans la constance. Parce qu'au fond, ce qu'elle m'a légué, ce n'est pas une fortune, ni une fondation. C'est un silence plein, un silence habité, un héritage sans drapeau, mais avec racines. Et c'est ce silence-là, aujourd'hui, qui parle pour moi.